Je suis très heureuse d'avoir rejoint un nombre certain de femmes à la Cité Audacieuse parce que les occasions de se rencontrer sont de plus en plus rares, mais il me tenait à cœur d'être avec vous, mesdames, de manière virtuelle, mais également avec vous ici à la Cité Audacieuse. Donc, chère Madame la Ministre, je crois que chère Madame la Ministre Laurence Rossignol, Mesdames et Messieurs, bonjour et bonsoir à chacune et à chacun. Je tiens d'abord à vous remercier de m'avoir invité à clôturer cette journée ensemble contre le sexisme et à ponctuer ainsi les riches débats que vous avez eus tout au long de cet après-midi. Et voilà déjà 4 ans que Laurence Rossignol a lancé le mouvement Sexisme pas mon genre, et je veux saluer le travail que le collectif a mené depuis cette date. Parce que oui, en France, en 2021, le sexisme tue encore. Et il tue au sens propre comme il tue au sens figuré. Le sexisme prend des vies et il tue la parole, il tue le désir, il tue l'innovation, la confiance en soi et la dignité de certaines femmes. Et il va bien au-delà puisqu'il annihile ainsi l'avenir de nombreuses femmes. Vous avez décidé de consacrer cette 4e édition aux violences économiques subies par les femmes. Cette thématique est évidemment très importante parce que toutes les femmes de notre pays en ont été victimes au moins une fois dans leur vie, que ce soit de manière consciente ou inconsciente. Et ce sujet m'est cher parce qu'il s'agit d'un phénomène qui reste, comme vous l'avez exprimé, très mal connu. Et ce n'est donc pas une petite bataille, je crois même qu'il s'agit d'un combat fondamental. Et comme l'avait affirmé Gisèle Halimi dans ses dernières pensées, l'indépendance économique des femmes est la clé de leur libération. C'est donc un enjeu de liberté qui nous réunit aujourd'hui, de liberté et d'égalité. Comme vous le savez, le président de la République a érigé l'égalité entre les femmes et les hommes en grande cause du quinquennat. Et parce que j'ai toujours considéré qu'une société se définit à l'aune des combats qu'elle mène ou qu'elle ne mène pas, nous pouvons être collectivement fiers de voir notre pays mener ce combat d'arrache-pied. Parce que la question de la libération des femmes n'est pas résolue, le chapitre est même très loin d'être clos. Et si nos droits et nos acquis se sont considérablement étoffés depuis les suffragettes ou encore les 343 salopes, nous ne pouvons nous bercer d'illusions assoupies. Beaucoup de progrès restent encore à accomplir sur la route de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et les violences économiques, trop longtemps tues ou sous-estimées, font partie des enjeux sur lesquels nous devons absolument continuer à progresser ensemble. Comme vos débats l'ont mis en avant, ces violences sont protéiformes et elles se déploient aussi bien dans la sphère privée que dans la sphère publique. Alors, je vais commencer par aborder la sphère privée des violences économiques. Permettez-moi de m'arrêter d'abord sur les violences économiques au sein du couple. On sait que de nombreuses études ont démontré que les violences économiques sont présentes dans la majorité des cas des violences conjugales. Il s'agit dans les faits de déposséder la victime de toute possibilité d'autonomie financière et au bout du compte, de l'emprisonner, de la rendre dépendante ou encore de la priver de sa liberté. Autant de réalités derrière lesquelles se cache une forme de conditionnement, une forme d'emprise de l'agresseur sur sa victime. Et cette emprise aggrave la situation déjà fragile et parfois même très précaire de certaines femmes. Parce s'il peut être synonyme de libération, l'argent est aussi un puissant moyen de pression qui est très fréquemment utilisé par les conjoints qui sont violents. Et cette privation de ressources économiques ou cette menace de privation constitue une atteinte à la dignité et à la liberté des femmes. Nous devons par conséquent toutes et tous nous mobiliser sur ce sujet qui est fondamental. Comme vous le savez, plusieurs mesures issues du Grenelle des violences conjugales visent directement à renforcer l'autonomisation économique des femmes en participant ainsi activement à la lutte contre les violences. Depuis le 4 juin 2020, il est possible, par exemple, pour les victimes, de débloquer leur épargne salariale de façon anticipée afin qu'elles aient accès à un revenu économique pour pouvoir se reconstruire. Et à ce jour, eh bien, nous avons reçu 63 demandes, ce qui correspond à 250 000 € qui ont pu être débloqués. Œuvrer pour l'autonomisation économique des femmes, c'est également leur permettre de trouver plus facilement un logement lorsqu'elles dépendent de leurs conjoints violents pour les héberger.
Et les femmes victimes de violences ayant obtenu une ordonnance de protection peuvent ainsi bénéficier de la garantie Visale afin de leur faciliter un accès au logement. Cette garantie est accessible à toutes les femmes salariées qui sont victimes de violences. Et c'est là aussi, je crois, une mesure très importante du Grenelle qui devient concrète et qui peut changer, améliorer la vie de ces femmes qui en ont tant besoin. Et puis, depuis le 1er janvier, le gouvernement a mis en place un service public des pensions alimentaires. Ce nouveau service permet aux caisses d'allocation familiale de se substituer aux mauvais payeurs parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais le non-paiement des pensions alimentaires touche une famille monoparentale sur 3. Et c'est une réalité qui touche malheureusement en tout premier lieu les femmes, puisque 85% des familles monoparentales sont portées par des femmes seules. Et cette prise en otage financière par les pères rime souvent avec un risque de précarité qui touche plus d'1 million d'enfants dans notre pays. Ce nouveau service public va constituer un véritable progrès social et c'est une mesure de justice dont nous pouvons toutes et tous nous réjouir. C'était un engagement du président de la République qui est maintenant une réalité concrète pour toutes les familles monoparentales de notre pays. Et puis, je voudrais dire un mot aussi sur la ligne d'écoute pour les femmes victimes de violences, le 3919. Je voudrais vous rappeler que le souhait du gouvernement, avant même que je n'arrive, et mon souhait aujourd'hui, eh bien, c'est de garantir à toutes les femmes victimes de violences dans notre pays, où qu'elles se trouvent dans notre territoire, ainsi que pour les femmes qui sont en situation de handicap, qu'elles soient malentendantes, qu'elles soient aphasiques, eh bien qu'elles puissent avoir accès à un service qui soit accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. J'ai entendu, nous avons entendu les inquiétudes qui ont été exprimées par les associations. Et parce que mon intention, c'est d'améliorer la protection et l'accompagnement dont ces femmes ont besoin, en travaillant avec toutes les personnes volontaires en la matière, j'ai décidé d'interrompre la procédure du marché public qui avait été lancée mi-décembre dernier. Et nous allons par conséquent, ensemble, examiner les différentes alternatives et options qui sont possibles afin d'être à l'écoute de toutes les femmes de notre pays qui sont victimes de violences. Ce qui est important, c'est de se rappeler qu'il s'agit là d'enjeux de vie ou de mort, parce que les attentes sur ce sujet sont extrêmement fortes dans notre société et de plus en plus fortes. Eh bien, il s'agit pour moi d'une priorité très importante et je veux que vous sachiez que mon ambition et ma détermination restent intactes pour pouvoir répondre à toutes les femmes de notre pays qui en ont besoin, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. En ce qui concerne la question des violences économiques dans la sphère professionnelle, nous savons que malheureusement, elles ne s'arrêtent pas au foyer. Parce qu'elles sont un miroir de notre société, les entreprises en demeurent l'un des épicentres. Et la situation est pour le moins paradoxale, parce que alors que nous n'avons certainement jamais autant parlé ou entendu parler les femmes de ces sujets d'égalité entre les femmes et les hommes, eh bien, il faut être lucide, nous avançons encore trop lentement. Et les chiffres en la matière sont éloquents. Les écarts de rémunération se hissent à des niveaux encore très élevés en France, 27% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes et 9% d'écart salarial quand il s'agit de postes équivalents. En 2018, les femmes ne représentaient que 27% des dirigeants d'entreprise et seulement 30% des créatrices d'entreprises. Et dans le secteur de la tech, eh bien, ce chiffre tombe à 12%. Catherine et moi, nous sommes bien placés pour le savoir. Et la même année, elles étaient 30% à travailler à temps partiel contre à peine 8% pour les hommes. Et quand je vous parle du temps partiel, je vous parle du temps partiel subi, pas celui que l'on choisit. Et si nous pouvons nous réjouir que la France soit championne d'Europe en termes de féminisation des conseils d'administration de ces grands groupes depuis la mise en place de la loi Copé-Zimmermann il y a presque 10 ans, jour pour jour, eh bien, force est de constater que pour les entreprises de taille inférieure, ainsi que pour les instances de direction en général, eh bien, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Dans l'industrie, par exemple, les femmes représentent à peine 20% des membres de COMEX. Et je vais être cash, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais je le reprends parce que je pense qu'en 2021, c'est encore la vérité. Je déplore que le CAC 40 soit encore aujourd'hui un club de mecs en costume gris. Et si on m'avait dit, il y a 30 ans, lorsque j'ai débuté ma carrière professionnelle, qu'en 2021, une seule femme
en l'occurrence Catherine McGregor serait à la tête des 40 plus grandes entreprises françaises, eh bien je n'y aurais pas cru une seule seconde. C'est une anomalie qui constitue en fin de compte un miroir grossissant des inégalités qui subsistent entre les femmes et les hommes dans le monde du travail, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé confondu. Des inégalités qui naissent sur le terreau des stéréotypes et des stéréotypes qui sont encore très tenaces, qui enferment et qui inhibent. Ce sont des stéréotypes que l'on peut pourtant corriger. Je ne crois pas en la fatalité dans ce domaine. À l'école, par exemple, et vous en parliez tout à l'heure, dès le plus jeune âge, bien entendu, en déconstruisant les clichés ou les représentations négatives, mais aussi tout au long de la vie professionnelle, en sensibilisant les recruteurs et aussi, peut-être même avant tout, les dirigeants d'entreprise. Parce que la non-mixité des métiers est une véritable source de discrimination que nous ne pouvons plus accepter. Et je sais qu'Aline Aubertin et Claudine Schmuck ont évoqué cette question tout à l'heure pour le monde de la tech. J'ai moi aussi mené une grande partie de ma carrière dans un environnement très masculin et je sais, je l'ai vu, combien la non-mixité constitue une véritable machine à reproduire les inégalités, des inégalités d'accès aux postes de direction ou des inégalités salariales. Alors, vous le savez, l'index de l'égalité professionnelle que vous connaissez, qui a été mis en place par Muriel Pénicaud en 2018, constitue, et on peut le reconnaître, une avancée significative pour enrayer les inégalités salariales. La loi Copé-Zimmermann également, et elle a porté des fruits que l'on connaît. Mais nous devons amplifier ces deux mouvements et nous devons continuer d'agir plus vite et encore plus fort. Et vous avez probablement vu que Bruno Le Maire et Elisabeth Borne et moi, nous partageons une détermination forte pour que les instances dirigeantes des entreprises soient davantage paritaires et je soutiendrai évidemment toute initiative qui ira dans ce sens. Et en ce qui concerne l'index de l'égalité professionnelle, je suis évidemment favorable à la publication par toutes les entreprises des sous-indicateurs qui le composent, comme c'est déjà le cas pour celles qui bénéficient du plan de relance du gouvernement, parce que je crois sincèrement que transparence rime avec mixité et la transparence rime aussi avec l'égalité. En d'autres termes, il s'agit d'un enjeu d'égalité et de justice sociale, mais aussi d'un enjeu de performance pour nos entreprises et il est temps qu'elles le comprennent. Avant de conclure, je souhaiterais dire un dernier mot sur la place des femmes dans les médias. C'est un sujet qui a été abordé par Sylvie Pierre Brossolette cet après-midi et comme l'indiquent les études menées sur le sujet par le CSA, la présence des femmes à la télévision reste largement inférieure à celle des hommes et ça, c'est vrai dans tous les métiers, que ce soit journaliste, présentatrice, experte, invitée politique, etc., etc. Alors que les femmes représentent 52% de la population française, eh bien, elles ne sont que 39% sur nos écrans. Autrement dit, il y a une distorsion de 13 points entre la réalité de notre société et la réalité du monde médiatique. C'est une réalité qui s'est accentuée durant les confinements, comme l'a rapporté Céline Calvez dans son rapport, et cela vaut aussi pour la fiction, comme l'ont évoqué Blandine Métayer et Sophie Bourrel tout à l'heure. Alors, les médias, on le sait, sont omniprésents dans notre quotidien et parce qu'ils sont omniprésents, parce qu'ils jouent un rôle majeur d'information et d'influence dans nos vies, ils doivent constituer un reflet équilibré de notre société. En d'autres termes, les médias doivent, je le crois, participer à la déconstruction des stéréotypes et être exemplaires parce que les femmes ne peuvent pas continuer à être invisibilisées. Parce qu'en invisibilisant, eh bien, nous excluons. Et nous touchons là au cœur même de la notion d'égalité, parce que l'égalité, c'est avant tout l'égalité des droits. Et c'est aussi l'égalité de la représentation. Dans le monde politique, dans le monde de l'entreprise, mais aussi et peut-être surtout dans la représentation dans les médias. Alors, la crise sanitaire que nous traversons a eu, si je puis me permettre, une vertu. Elle a mis en lumière les métiers en première ligne sur le front de la pandémie. Ils se trouvent dans la santé, dans l'éducation, dans la propreté, dans l'alimentation ou encore la distribution. Ce sont des métiers qui sont souvent très faiblement rémunérés, qui sont insuffisamment valorisés, mais surtout précaires et surtout majoritairement occupés par des femmes. Les femmes ont donc été aux avant-postes durant cette crise et elles le sont encore aujourd'hui. Nous
pouvons dire qu'elles sont des héroïnes, sans exagérer. En conclusion, je voudrais donc vous remercier chaleureusement pour votre engagement sur ces sujets tellement importants. Et je voudrais vous dire un grand merci pour tout ce que vous accomplissez chacune dans votre engagement respectif et à travers cet événement. C'est un événement qui, cette année, a eu la bonne idée de s'ouvrir aux régions et aux territoires ultramarins. Et à la place qui est la mienne aujourd'hui, j'ai absolument besoin de vous, où que vous vous trouviez, pour porter haut et fort la voix des femmes et leur permettre de prendre la place qu'elles méritent dans toutes les sphères de notre société. Et je suis intimement convaincue que c'est notre intelligence collective qui nous permettra d'atteindre nos objectifs partagés de liberté, d'égalité et de sororité. Merci beaucoup.